Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Quand l'actualité et les faits de société mobilisent également la jeunesse, la 16e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes s'est ouverte hier. Vous découvrirez dans quelques instants les propositions des élèves. Elle s'appelle Monaco on Stage et vous emmène dans les coulisses d'un siècle d'histoire musicale en principauté. Alex Jaffray sera avec nous pour nous parler de cette exposition immersive. Puis nous avons assisté aux répétitions de Déjanire, le dernier opéra de Camille Saint-Saëns, présenté par l'Orchestre Philharmonique dimanche. Rugby, football américain, boxe, les sports avec un risque de commotion cérébrale sont nombreux. Le neurologue Nicolas Capet sera notre invité pour mieux comprendre les risques et les dangers d'un tel traumatisme. La mobilité, la protection de l'environnement ou encore le handicap sont des dossiers qui nous concernent tous, des préoccupations qui touchent également la jeune génération. Pour preuve, ces thèmes ont été abordés lors de l'ouverture de la 16e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est une expérience unique pour tous ces lycéens de la Principauté, l'occasion de sortir du cadre scolaire, de faire entendre leur voix, une tribune pour proposer des projets pour le Monaco de demain. Sur la base du volontariat, près de 40 jeunes étudiants des lycées techniques et hôteliers, Albert Ier et FANB, ont participé mercredi à l'ouverture de la 16e édition du Conseil économique, social et environnemental des jeunes. Le but, en fait, c'est de refaire ce qu'on fait pour les seniors, en fait, mais avec les jeunes. Et les jeunes, alors on en a parlé pendant la session, mais ils sont beaucoup plus audacieux que nous. Ils sortent du cadre, ils ont des idées innovantes, et ils ont des idées qui parfois sont mises en place. C'est eux, les premiers, qui avaient parlé il y a des années des bus électriques, par exemple. Depuis la création du CESE des jeunes en 2007, 63 vœux ont été adoptés par l'Assemblée. Les lycéens ont présenté mercredi les bases de leur projet sur lequel ils travailleront tout au long de l'année, accompagnés par le secrétariat et les conseillers du CESE. Beaucoup tournent autour du thème de l'environnement. C'est un sujet qui nous concerne énormément, on est jeunes, on a l'avenir devant nous et franchement Monaco a fait beaucoup d'efforts sur ça, donc c'est inspirant et ça fait que donner envie d'avoir encore plus d'idées sur ça, d'améliorer toujours. Ce projet qui s'appelle les panneaux géothermiques sera un projet qui constitue à récupérer l'énergie thermique des sous-sols, par exemple parking ou la gare de Monaco par exemple, pour chauffer ou refroidir les habitations l'été ou l'hiver. On va donner la priorité au vélo, au transport éco-responsable et ainsi, parce qu'avec la crise qui touche l'essence, c'est compliqué pour tout le monde. Donc là, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse prendre un vélo et aller à l'école, par exemple. C'est un projet dans lequel on va trouver des pistes de réflexion pour aider l'intégration des sourds et malentendants en principauté. Ça permet à eux de vivre une vie normale avec nous, de ne pas se sentir isolés. Les élèves présenteront leurs projets de vœux au mois de mai qui seront débattus dans l'Assemblée, puis soumis au vote du CESE des jeunes. Leurs souhaits seront ensuite transmis aux autorités du pays, au gouvernement, au Conseil national et au cabinet du prince. Voiture, scooter, vélo ou bien tout simplement à pied, nos modes de déplacement vont être au cœur d'une importante enquête en principauté, mais aussi dans le département des Alpes-Maritimes, réalisée tous les 10 ans. Cette enquête a été élargie cette année à Monaco. Elle durera jusqu'au mois de mars prochain. L'objectif est de recueillir les pratiques de déplacement des habitants du territoire monégasque, les modes de transport utilisés et les motifs de déplacement. Les assises se poursuivent jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous dédié à la cybersécurité réunit les principaux experts du secteur pour échanger et s'interroger sur les problématiques actuelles et futures de la cyber. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le prince Albert II est allé à la rencontre des acteurs du marché hier en fin d'après-midi. Le prince souverain a également assisté à la conférence Symbiode qui s'est ouverte ce matin à l'hôtel Novotel, une conférence organisée par Eurocare et le Centre scientifique de Monaco sur l'utilité de la biologie synthétique pour protéger la planète. Experts internationaux, chercheurs, représentants gouvernementaux ont débattu ensemble sur les opportunités et les défis de l'usage de cette science pour lutter contre le changement
climatique tout en apportant des exemples concrets. Une devinette à présent, quel est le point commun entre Frank Sinatra, Joséphine Baker, Charles Aznavour ou encore Lady Gaga? Eh bien, ils se sont tous produits un jour ici en Principauté. Cette riche histoire musicale fait l'objet d'une exposition à la salle du Quai Antoine Ier. Elle s'intitule Monaco on Stage et ouvre ses portes demain. Son commissaire est avec nous ce soir pour nous en parler. Bonsoir Alex Jaffray. Bonsoir Émilie. L'exposition s'appelle Monaco on Stage, mais c'est bien de l'autre côté du miroir que vous emmenez le visiteur. Hein. C'est absolument. L'idée, c'est de visiter la musique, de découvrir la musique de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas habituellement. Rentrer dans les loges, voir les guitares de près, comprendre un peu ce que c'est que de monter sur scène justement, mais je ne peux pas dévoiler la fin de l'exposition. Non, surtout pas, il faut venir la découvrir. Elle est présentée comme une exposition immersive, c'est ça? Il faut que le spectateur et le visiteur soient actifs, qu'il y ait quelque chose de ludique, où on cherche un peu, vous savez, un peu quasiment comme un escape game, où vous dites « Ah bon, mais c'est quoi? Ah oui, c'est ça !» Vous voyez, il y a un petit jeu successif comme ça. Pour qu'à l'issue de la visite, on retienne que la Principauté entretient une relation privilégiée avec la musique. Hein. Mais exactement, mais j'ai été sidéré. Évidemment, c'est à peu près 8 mois de travail. Il y a 8 mois, quand on a commencé avec Gilles Marsan à la direction culturelle à lister tous les artistes qui étaient venus, mais je n'en revenais pas. C'était des pages et des pages. À chaque fois, j'étais là, non, lui aussi, non, elle aussi, non. Enfin, voilà. Et donc, c'est fascinant de voir à quel point tous les artistes, sans exception, dans tous les genres musicaux, sont venus un jour à Monaco. Et comment on fait un choix quand on prépare une telle exposition, Alex ? Très bonne question, c'était le plus dur en fait. Il devait y avoir, je sais pas, une dizaine de feuillets A4 avec des noms et des noms et des noms et des années. Et la première idée a été de faire des familles en fait, de faire les familles pour le rock, les familles pour la disco, les familles pour le jazz. Et ce qui permet ensuite dans ces familles, d'un seul coup, de faire émerger les peut-être 5, 6 ou 7 vraiment noms ou artistes émergents. Pareil pour les divas, pareil pour les crooners, il y en a tellement. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors, est-ce qu'on privilégie ceux qui sont venus plus souvent ou ceux qui ont une présence sur scène et une aura incroyable? Donc il y a eu pas mal de discussions sur, ah mais pourquoi lui, pourquoi elle? Et puis à un moment donné, tout ça s'est stabilisé. Mais hélas, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ou que vous avez découvert en préparant cette exposition? Vous mentionnez tout à l'heure avec le scénographe Rudy Sabungi. Oui, on a découvert tellement de choses, c'est-à-dire qu'on a épluché tellement de photos pour regarder justement. Ce qui est drôle, c'est de voir les amitiés, de voir les gens qui se connaissaient, ce que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire que par exemple, vous avez Roger Moore, Frank Sinatra, vous avez Yul Brynner, vous avez Jean Marais, Marlène Dietrich. On a des photos incroyables, par exemple. C'est ce genre de petits détails où d'un seul coup, vous rentrez dans l'intimité avec des photos de coulisses et des choses que vous n'imaginiez pas en fait. Et ça, c'est très touchant. Et puis, c'est très touchant aussi de voir beaucoup d'artistes disparus et de les rendre à nouveau vivants. Ça, c'est une belle expérience. Plus globalement, Alex Jaffray, quel regard portez-vous sur la place de Monaco dans le monde culturel et musical ? Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dû essayer des choses. Je pense qu'il y a des artistes qui sont venus lors de tournées avec quelque chose qui fonctionnait déjà, mais on voit aussi, par exemple, on voit Frank Sinatra qui porte Sammy Davis Jr. dans ses bras parce que Sammy Davis Jr. ne voulait pas quitter la scène et ils jouaient à deux et qu'à un moment donné, Sinatra a dit c'est bon et qu'il rentre sur scène et qu'il porte Sammy Davis Jr. Je trouve ça très drôle. Je pense qu'il s'est passé des choses inédites et je me dis, voilà, 8 mois plus tard, j'ai changé d'avis sur la place de Monaco au sein de la musique et au sein de la culture. Et puis vous aussi, vous entretenez une relation particulière avec Monaco. Vous serez de retour en Principauté le 12 novembre pour nous parler de jazz cette fois-ci. Oui, je serai de retour lors du festival de jazz et on n'a rien trouvé de mieux avec Gilles Marsan que d'appeler la masterclass ou cette classe de maître, de l'appeler « Pourquoi vous allez enfin aimer le jazz ?» Je trouve ça assez gonflé quand vous avez Mélodie Gardot ou Brad Meldo qui viennent et d'avoir tout petit Alex Jaffray qui dit « Je vais vous expliquer pourquoi vous avez aimé le jazz ». Et tout le travail pendant cette masterclass d'une petite heure va être d'expliquer que le jazz est partout en fait et que même si vous avez l'impression que le jazz est une musique segmentante, parfois excluante, où vous dites le jazz n'est pas pour moi, en fait le jazz est pour vous et vous étiez déjà féru de jazz sans le savoir. En attendant, on le rappelle, Monaco on Stage est à découvrir à la salle du Quai Antoine Ier. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info, Alex Jaffray. Merci Émilie, merci beaucoup.
D'une coulisse à l'autre, nous vous emmenons ce soir dans les répétitions du concert que l'Orchestre Philharmonique donnera dimanche. Il mettra à l'honneur le dernier opéra de Camille Saint-Saëns, Déjanire, une tragédie lyrique créée à l'Opéra de Monte-Carlo en 1911. Cette répétition était double car elle a servi également pour le futur enregistrement d'un disque. Plus de détails avec José Sacré. Séance de répétition à l'Auditorium Régnier 3 pour l'enregistrement du dernier opéra de Camille Saint-Saëns, Déjanire, qui sera présenté au public dimanche 16 octobre en version concert dans le cadre de la commémoration Albert Ier. C'était le sujet parfait, l'opéra parfait pour terminer, nous, nos commémorations, parce qu'on a quand même fait énormément de concerts. Si vous voulez, on avait une telle richesse de matériel sous l'égide du prince Albert Ier, que ça a été un véritable bonheur. On pourrait continuer pour 2 ans. On avait suffisamment de matériel pour faire des programmes très intéressants. Je suis ravi qu'on ait pu mettre ce projet à bien et en plus de pouvoir faire un enregistrement qui nous laissera un souvenir impérissable de cet événement. En coproduction avec le Palazzetto Bruzane, Déjanire, le dernier opéra de Camille Saint-Saëns, avec une distribution internationale de haut niveau, les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, se voit offrir en quelque sorte une seconde vie avec cet enregistrement, premier enregistrement mondial réalisé pour la collection Opéra français Bruzane Label. L'opéra Déjanire de Camille Saint-Saëns est donc à découvrir ce dimanche à 18h à l'Auditorium Régnier 3. Musique toujours, le reportage qui va suivre met à l'honneur l'échange musical entre des élèves de la Principauté et le compositeur Fabrice Junger qui présenteront prochainement ensemble une création, une collaboration qui entre dans le cadre de la prochaine édition du Festival Printemps des Arts. Fabien Bonilla vous en dit plus. 3 classes sont impliquées dans ce projet. 2 classes de CM2 de l'école Saint-Charles et des Révoirs, ainsi que la classe de 6e, ici sur ces images de l'institution FANB. Ils sont 24 élèves aujourd'hui à découvrir ce qui les attend. Ils se produiront devant un public lors du Printemps des Arts 2023. Et j'ai proposé aux autorités de l'éducation nationale monégasque de monter un projet où un compositeur ferait partager son atelier, ferait entrer dans son atelier tout un tas d'élèves qui ne sont pas forcément musiciens, et d'ailleurs moins ils sont musiciens, mieux c'est quelque part, parce qu'ils ne connaissent pas du tout les arcanes de la création musicale, autour d'un projet qui sera une création, donc une œuvre écrite pour eux et un tout petit peu par eux, qui sera donnée pendant le Festival du Printemps des Arts 2023. L'intérêt pédagogique est de sensibiliser les enfants à la musique, mais pas n'importe quelle musique, à la musique contemporaine. Donc on s'adresse à des enfants qui ne sont pas forcément des musiciens, qui ne connaissent pas vraiment la musique, mais qui peuvent, suite à cette création, avoir envie de jouer un instrument. L'interprète, compositeur et pédagogue Fabrice Junger prépare une partition adaptée à ces jeunes et un peu comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, les 2 entités s'apprivoisent. Ces élèves découvrent ce qu'ils devront faire et Fabrice Junger étudie leur potentiel. Certains sont musiciens, d'autres n'ont pas forcément de pratique. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire une musique jouable par tout le monde, basée sur des gestes sonores simples mais riches en même temps, et de jouer entre les spatialisations. C'est vraiment un projet presque aussi social autant que musical. Je pense qu'on va faire surtout de la musique et apprendre à s'écouter et à essayer d'être coordonnés tous ensemble. On va essayer d'envoyer les personnes qui seront présentes dans la salle dans un autre univers, dans un univers parallèle qui est le nôtre d'univers. Nous envoyer dans un univers parallèle. Le challenge est grand et pour cela, Fabrice Junger et ses 3 classes se retrouveront lors de 10 séances tout au long de cet automne et cet hiver pour être fin prêt le mercredi 22 mars à 19h à l'Auditorium Régnier 3. La création finale s'appellera Remember et ses élèves seront accompagnés d'un quatuor de musiciens professionnels. Et nous suivrons bien évidemment de près ce projet pédagogique mené avec le Festival Printemps des Arts.
Rugby, football américain, judo ou encore boxe, certaines disciplines exposent les sportifs à de nombreux risques. La Fondation Princesse Charlène a organisé aujourd'hui une conférence sur les commotions cérébrales avec pour intervenant notamment le neurologue Nicolas Capet. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, docteur, que devons-nous comprendre derrière ce terme de commotion cérébrale ? Le terme de commotion cérébrale fait référence directement et indirectement à un traumatisme crânien qui peut être plus ou moins sévère et qui peut aussi survenir de façon indirecte lorsque les forces du traumatisme sont transmises à la tête et au cerveau. Donc. Il peut être considéré comme un problème de santé publique majeur ? Oui, on considère que d'après les études épidémiologiques aux États-Unis, par exemple, que plus de 2 millions de commotions cérébrales ont lieu chaque année et entraînent un coût indéniable sur le système de santé et donc rentre largement dans la définition d'un problème de santé publique majeur, mais aussi très mal compris et structuré à l'international et dans les pays comme en France où on a conscience depuis très peu de temps des conséquences de ce type de pathologie. On va en parler dans quelques instants, mais ce sont les sports qui sont le plus exposés à ce genre de pathologie, qui sont ciblés instinctivement. On pense en premier lieu au rugby. Effectivement, le rugby a été le sport en France qui a permis d'apporter une prise de conscience et permis aussi de faire évoluer tous ces protocoles qui sont réévalués chaque année. Mais pas que, parce qu'aujourd'hui on se rend compte aussi que dans les sports comme le football, les micro-traumatismes répétés sont à l'origine de conséquences à moyen et à long terme potentiellement graves. Concrètement, docteur, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à la suite d'une commotion cérébrale ? Alors concrètement, il se passe des choses que l'on ne comprend pas bien à l'heure actuelle, d'où l'intérêt de proposer des protocoles de recherche pour mieux comprendre. Il s'agit principalement de lésions qui touchent le cerveau dans toutes ces régions, des lésions qui peuvent être d'origine multiple, avec l'association de dégâts microstructuraux, macroscopiques, mais aussi une composante inflammatoire sur le cerveau qui va engendrer potentiellement à long terme des conséquences et on parle beaucoup aussi de maladies neurodégénératives pour lesquelles nous manquons à ce jour de données de causalité afin de déterminer si un choc, une commotion cérébrale, un traumatisme crânien peut aussi engendrer des pathologies neurodégénératives. Vous parlez de protocoles, comment les prendre en charge ? Il faut être vigilant dès le moindre choc, dès le moindre coup, et ce dès le plus jeune âge ? Oui, justement, l'action aujourd'hui en principauté avec le soutien, l'organisation de la Fondation Princesse Charlène nous a permis de pointer du doigt une forme de prévention primaire à notre sens indispensable qui touche les plus jeunes. Aussi de par le fait que leur gabarit et leur susceptibilité rend potentiellement ces traumatismes graves. Et donc il est évident que dès le plus jeune âge, il faut que nous soyons présents dans tous les milieux, que ce soit les milieux sportifs très encadrés, mais aussi les milieux de loisirs dans lesquels nous pouvons intervenir pour prendre en charge au mieux ce type de pathologie. Vous mentionnez à juste titre la conférence à laquelle vous participiez. Qui était l'auditoire de cette conférence ? Alors, nous avons eu la chance d'avoir un auditoire très varié avec des intervenants d'à peu près tous les secteurs directs et indirects par rapport aux pratiques du sport et ce type d'accident. Les échanges ont aussi permis de rencontrer tous les acteurs des milieux sportifs en principauté, s'agissant principalement des coachs mais aussi des médecins du football, du rugby, des sports de combat, et quasiment tous les sports étaient représentés, donc c'est pour nous un échange privilégié qui a eu lieu et qui permettra d'avancer dans les années à venir sur un chantier en friche. Oui, est-ce que selon vous, docteur, les sportifs ou les entraîneurs sont suffisamment au fait des séquelles que peuvent causer ce trauma crânien ? Nous en avons beaucoup discuté. Nous sommes en principauté en mesure de répondre à une exigence maximale qu'impliquent ces traumatismes crâniens. Manque encore probablement une coordination et des actions de sensibilisation, d'information et de formation que nous espérons pouvoir mettre en place dans les mois et années à venir. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Capet d'avoir été notre invité. Ce soir, on le rappelle, vous êtes neurologue au CHPG. Merci. Un grand merci, au revoir.
Un mot à présent sur cet artiste à la créativité sans limite et qui explore tous les supports. Eiko Saxo expose à l'Espace 22 jusqu'au 26 octobre. Il y présente sa collection Golden Arts Never Die, des œuvres d'art en diamant, des montres de sport automobile et des sculptures fabriquées à partir de pièces de Porsche ou de Ferrari. Rejoignons à présent Frédéric Elion pour vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Frédéric ? Toujours du beau temps, Émilie, le soleil brillera toute la journée malgré quelques passages nuageux, notamment le matin. Le vent soufflera modérément du matin au soir. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Vendredi 14 octobre, ce sera à la Saint-Just. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Avant de vous retrouver demain à 19h pour une nouvelle édition, on se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali qui a souhaité mettre en valeur ce soir les produits de saison. Excellente soirée à tous sur notre antenne.